Bonjour, merci pour votre présence derrière vos écrans et merci aux techniciens d'abord qui réussissent des prouesses et merci à nos deux invités, donc Julieta Canepa qui est invitée du Printemps du Livre comme autrice d'un très beau documentaire magnifiquement illustré par Stephen King, on en reparlera sans doute, qui s'appelle Je suis au monde et pour établir une correspondance artistique, nous sommes en compagnie de Laetitia Burgos qui nous parlera tout à l'heure d'une œuvre de Giuseppe Penone, Folie, si je prononce bien. J'entraîne mon accent là, espagnol et italien, j'espère ne pas être ridicule. Alors, Julieta, très rapidement, voilà, on entend que vous venez d'Argentine, que vous vivez à Barcelone, et vous êtes directrice artistique dans l'édition, designer, et bien sûr, vous écrivez des livres vous-même, et notamment en collaboration avec Pierre Ducrozet. C'est le cas de ce livre, Je suis au monde. Alors, très rapidement, on va l'entendre dans la lecture que vous allez faire dans peu de temps. C'est une traversée, c'est un voyage à travers plusieurs écosystèmes pour aller, c'est un principe qui vous tient à cœur, Pierre Ducrozet et vous, pour aller voir en fait. On ne peut pas parler de l'état de la planète si on ne part pas au plus près, s'immerger dans ces écosystèmes, comprendre comment ça fonctionne, comment, par exemple, la barrière de corail, moi j'ai appris plein de choses sur la reproduction, voilà, c'était passionnant. Le petit coin de campagne française aussi, c'est intéressant dans cette banalité d'aller comprendre ce qui s'y passe en fait. Voilà. Donc cette traversée va vous emmener jusqu'à l'Arctique et nous permettre avant de poser des questions, de comprendre concrètement qu'est-ce qui s'y passe dans ces lieux-là, comment ça fonctionne et quelles sont les problématiques qui interviennent. Alors évidemment, votre livre est plein d'interrogations, notamment quand vous demandez, et nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on a à faire à cette histoire-là, et arrive à des questions fondamentales, c'est-à-dire comment freiner ce qui se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire la marque énorme de l'homme dans son environnement, et comment cette présence, depuis plusieurs siècles, a commencé à perturber ces équilibres. Je ferai un lien plus tard, tout à l'heure, si on a le temps, avec vos autres livres, parce que ça me paraît intéressant de dire tout de suite que votre démarche à Pierre de Crozet à vous-même s'installe, j'ai envie de dire, dans une envie de lumière, d'espoir, qui n'empêche pas le sérieux des questions. Voilà, donc très vite on va en venir à la lecture si vous voulez bien. Donc vous avez fait un montage de plusieurs aspects de ce texte et vous nous proposez précisément de plonger dans ce monde. Voilà. C'est exactement ça. Bonjour. Donc je commence par la lecture et après on va parler de tout ça ensemble. On marche sur un petit chemin de terre, tout est calme. Nos pas nous emmènent jusqu'au nord d'une colline. Là, la vue se découvre. Devant nous s'étend la forêt épaisse et humide. On entend les chants de moineaux. On aperçoit la queue d'un renard. Derrière, il y a la ville. Labyrinthe des ruelles, des ponts, des places. Plus loin encore, tout au bout, on voit les montagnes neigées, les rapaces qui tracent des cercles autour, le bouquetin, les marmottes. On imagine qu'on se glisse au milieu des vallées, évitant de justesse les pics et plongeant dans les rivières. Le spectacle continue sans fin, dans les mers, dans l'air et sur la terre. Les oiseaux, les lions, les jaguars, les déserts des sables ou des pierres rouges, la toundra, la jungle. Il y a 1000 paysages. Le monde se déplie dans tous les sens. On découvre des choses aussi incroyables que les aurores boréales dans le Grand Nord. Il y a le lever du soleil, les canyons, les coraux. Il y a les toucans et les cachalots. Le fleuve, les volcans, la savane. Il y a les océans, les galaxies, l'univers infini dans lequel nous sommes plongés et dont la Terre est un minuscule grain de sable. Parfois, on oublie. On s'habitue aux choses qui sont devant nous. On finit par ne plus les voir. Qu'ont-elles à nous apprendre? Comment tous ces éléments si différents s'allient-ils pour former un tout qu'on appelle Terre? Quelle est notre place dans cet ensemble? On va vite, on survole les mers et on se retrouve à l'autre bout du globe, comme si on avait les dons de téléportation. On est au sud de Manaus, en plein cœur de la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale du monde. On s'est éloigné du village, on a pris une barque, on a abordé un rivage et commencé à marcher.
Lentement, on pénètre dans un autre espace, un autre temps. L'air est dense et colle à la peau. Les arbres s'élèvent à des hauteurs incroyables à côté de nous. Partout, des fougères, du lichen, des plantes à feuilles fines, allongées, rondes. On marche sur une terre brune et humide, foncée de vie. On s'arrête un instant, on ferme les yeux. On a le sentiment d'être seul au milieu de ce labyrinthe, mais c'est tout le contraire. Il y a plus de vie ici que nulle part ailleurs. Plus on y prête attention, plus on entend le bruit des insectes, des oiseaux, des singes. Ça vibre de toutes parts. On s'approche d'un grand tronc, on voit bien de plus près que cet arbre est plein de vie, peuplé par les fourmis et les termites, habité par les toucans, griffé par les jaguars. Il a commencé à pousser il y a des centaines d'années. Depuis, ses racines plongent dans la terre pour y trouver de l'eau. Ses feuilles se déplient pour aller chercher de la lumière du soleil. Son tronc pousse vers le ciel. Ce qui est fascinant dans un écosystème, c'est que chaque partie permet à l'ensemble de fonctionner. Chaque partie est essentielle. Sans elle, rien ne va plus. Chacune donne et reçoit. La plante crée du sucre et libère de l'oxygène que nous respirons et qui nous permet d'être en vie. Le ver de terre mastique et relâche la terre. Les arbres y poussent. La vache broute l'herbe. Nous interagissons. Toutes nos actions se mêlent. Dans ce tissu du vivant, qui fonctionne comme un réseau où tout est relié et mêlé, les mouvements des uns ont une influence sur les autres. Chaque plante, chaque animal, chaque être vivant prend place à part égale dans le monde. Nous jouons tous un rôle précis dans cet ensemble, nous participons tous à son fonctionnement, et c'est ça qui est beau. Et nous, dans tout ça, nous avons plongé dans les océans, nous avons exploré la forêt, nous avons survolé la terre. Nous voudrions maintenant redescendre un moment pour regarder de plus près l'un de ses habitants, Homo sapiens, qu'on appelle plus couramment l'être humain. Les communautés d'Homo sapiens font leur apparition sur Terre il y a environ 200 000 ans, à l'époque du Paléolithique. Les premiers hommes et femmes sont alors des chasseurs-cueilleurs, se nourrissant des plantes, des racines, d'animaux. Ils se déplacent au nombre de quelques personnes, quelques dizaines tout au plus. Leur mode de vie est donc nomade. Depuis l'Afrique de l'Est où cette espèce naît, les populations d'Homo sapiens commencent à peupler les différents continents, l'Eurasie, l'Australie, l'Amérique. Puis, il y a environ 12 000 ans, une population d'Homo sapiens construit la première ville, les premiers temples, les premières chambres agricoles. C'est la naissance de l'agriculture, des villes et l'entrée dans l'ère du néolithique. Dans l'histoire si longue de notre planète, celle des êtres humains est très courte, mais très riche. Notre espèce accroît lentement ses capacités cognitives, c'est-à-dire celles du cerveau, réfléchir, penser, imaginer, ressentir, raisonner, son habileté, sa capacité de s'organiser collectivement. Elle invente les lois, les religions, la politique pour organiser la vie en société. Elle construit des bateaux, des routes, des armes. Elle se déplace, conquiert, bataille. Elle quadrille petit à petit le territoire. Elle domine peu à peu ce qu'elle appelle la nature pour que celle-ci lui donne ses fruits, ses bêtes, ses ressources. La communauté humaine s'agrandit. Il faut produire toujours plus d'aliments pour nourrir ces nouvelles bouches. Ces communautés nomades, qui étaient les Homo sapiens, deviennent majoritairement sédentaires. Elles vivent dans des maisons, cultivent des champs, élèvent leur bétail. Leur rapport à la terre change complètement. Le petit animal voisin du singe, qui était comme les autres, qui chassait, évitait les prédateurs, se perdait dans la forêt, a l'impression de devenir tout puissant. À ses yeux, aucun autre animal, aucune plante, aucun océan ne doit pouvoir le résister. Il ne voit plus les autres êtres vivants comme des égaux. La nature devient pour lui un magasin dans lequel se servir. Tout à l'heure, j'ai parlé de documentaire, mais j'ai envie de dire c'est plutôt une histoire que vous nous racontez. Il y a un côté fable, il y a un côté conte. Et c'est une histoire de l'humanité extrêmement condensée, resserrée, qui part de très très loin et qui arrive aujourd'hui. Est-ce que cette dimension, j'ai envie de dire poétique aussi de votre texte, est importante à vos yeux ? Justement, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment d'essayer de transmettre des connaissances, mais aussi à travers
d'un texte qui est plutôt du côté de la narration. Donc on trouve dans cet album, est construit donc, en 5 immersions, mais chaque chapitre donc, est suivi, il y a une immersion qui est plutôt très sensorielle, très charnelle, qui est suivie d'une réflexion. Donc on mélange un peu les deux genres, non, plutôt documentaire et aussi très narrative, très poétique, très, très sensorielle aussi. Alors, on va tout de suite passer la parole à Laetitia, puisque pour le musée, vous avez fait le choix d'une œuvre de Giuseppe Pennone. Et je vous laisse peut-être nous présenter cette œuvre qui est entrée dans le musée il y a un certain temps, je crois déjà. Moi, je me rappelle d'une très belle exposition de Pennone il y a 5-6 ans, vous me disiez tout à l'heure. Pour moi, c'était hier, en fait, et qui a été un événement, je pense, au musée, puisqu'on a pu découvrir l'œuvre étonnante de cet homme très intéressé par la nature, justement. Voilà, à vous, Laetitia. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je vais vous parler d'une œuvre qui s'appelle Foglier. Alors moi non plus, j'ai pas trop l'accent italien, on noterait. Donc de Giuseppe Pennone, qui date de 1990. C'est une œuvre qui se constitue de 4 grands panneaux. En fait, ce sont des panneaux. Alors les dimensions, on est sur du 2 mètres par 3 pour 2 d'entre eux et 3 mètres par 2 pour les 2 autres. Et c'est une œuvre qui appartient à un courant artistique qui est l'arte povera. Alors avant de vous parler de l'œuvre plus précisément, je voulais rappeler un petit peu ce qu'est l'arte povera finalement. C'est un courant artistique italien qui naît dans les années 60. C'est Germano Celan, un critique d'art italien, qui va donner pour la première fois ce terme d'arte povera pour une exposition qui a lieu en 1967 à Gênes et qui réunit différents artistes comme Anselmo, comme Fabro aussi, comme Pistoletto, etc. Bon, il y en a plusieurs. Et c'est un courant artistique donc, qui se veut, voilà, comme vous disiez, proche de la nature, finalement. On se retourne un petit peu à l'essentiel. Faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Là, on est en pleine Italie fasciste. Et donc, il y a aussi cette volonté de se rebeller un petit peu contre cette société de consommation aussi, pour retourner justement auprès de la nature, auprès de nos racines. Alors c'est pour ça que j'ai pensé justement à Je suis au monde et que j'avais envie de parler donc de l'arte povera. Et donc l'arte povera qui veut dire art pauvre, hein, vous l'aurez compris, parce que les artistes utilisent justement des matériaux qui sont dits pauvres. Donc on a par exemple du bois, du fer, ça peut être du sable, ça peut être de la terre, des végétaux, des minéraux. Et donc, Giuseppe Pennone est une des figures essentielles de l'arte povera. Et il s'intéresse de près à la nature. Il a grandi en campagne, hein, donc il est très proche de la nature, il connaît très bien la nature. Et il commence dès ses débuts à travailler déjà avec des minéraux, des végétaux, hein, ce matériel-là, on va dire. Et c'est un artiste qui, justement, fait beaucoup ce lien entre l'homme et la nature. Et là, vous avez donc une œuvre Foglier, hein, qui veut dire feuille en français. Et c'est vrai que quand on regarde ces œuvres-là, on y voit donc des empreintes. C'est vrai que Pennone a beaucoup travaillé à partir des années même... il a toujours travaillé un petit peu sur les empreintes, hein, que ce soit des empreintes d'arbres, hein, avec cette idée aussi du temps, l'empreinte des troncs d'arbres, l'empreinte de la peau, par exemple. Et à partir des années 80, il s'intéresse aussi beaucoup aux empreintes de cerveau humain. Donc là, c'est vrai que quand on regarde ces empreintes-là, on y voit des empreintes de feuilles. Je pense que c'est ce qu'on se dit quand on les regarde. Et d'ailleurs, le titre, comme je vous dis, veut dire feuille. Donc c'est ce à quoi on pense. Puis la forme aussi qu'ont ces empreintes, on peut y voir presque les nervures de la feuille. Alors qu'en réalité, ce sont des empreintes de cerveau. Alors, comment Pennone relève ces empreintes ? Eh bien, il travaille à partir d'une boîte crânienne. Il va y mettre du graphite dessus, donc un minéral de carbone. Et ensuite, il va y poser une bande adhésive qu'il va retirer. Et là, il va ensuite agrandir son empreinte, la projeter sur ces panneaux. Alors, je précise que ce ne sont pas des toiles, hein, c'est un panneau en feutre de polyester. Et il va ensuite redessiner à la terre de sienne, donc ce pigment naturel ocre que vous voyez, c'est de la terre de sienne. Il va redessiner cette empreinte, qui va donc donner cette forme-là finalement. Donc là, vous avez les 4 zones du cerveau en fait. Vous avez la zone frontale, la zone occipitale, pariétale gauche et pariétale droite.
Voilà. Et donc, voilà, on vous a fait des zooms hein, pour vraiment voir les détails. C'est vraiment intéressant de s'approcher de l'œuvre, de voir les nervures comme ça. Donc là, c'est toutes les veines, en fait, et les nerfs que nous avons dans le cerveau qu'on peut voir justement voilà, dans ces empreintes-là. Donc là, c'est vrai que Pennon vraiment fait ce lien entre nature et l'homme et la nature, hein, en mêlant en même temps le végétal, l'homme, et puis aussi le minéral, la terre. Et donc, c'est tous ces liens-là que moi, j'ai trouvé justement en correspondance avec Je suis au monde, hein, bien sûr, ce rapport à la nature. Et puis, le fait de faire partie d'un tout, c'est un peu ce que nous a lu Roulietta juste avant, hein, le fait que, voilà, on fait partie d'un écosystème, finalement. Et voilà, c'est peut-être ce que nous rappelle un petit peu Pennon ici. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, voilà, qu'on fait partie d'un tout et que ici on mêle voilà, ces différents éléments, nous rappeler où sont nos racines finalement, hein, qu'on fait partie de cet environnement-là. Justement, j'ai trouvé super intéressante ta proposition de faire le lien entre Je suis au monde et cette œuvre de Pennon, et on pourrait parler aussi plus largement de son œuvre en général. Donc parce que finalement, c'est un peu dans le même geste, il essaye d'une manière ou d'autre, dans cette œuvre précisément, de faire le rapport entre tous les règnes animal, végétal, donc bien sûr les êtres humains qui sont des animaux finalement, mais aussi avec le minéral, non, à partir de la matière qu'il travaille. Donc finalement, d'une manière ou d'autre, il dit dans un geste, on fait tous partie de la même chose. Et dans son discours, il y a beaucoup ça aussi. Finalement, l'homme fait partie de la nature. On oublie souvent ça. Et c'est aussi ça qu'on veut dire avec Pierre dans ses livres. Finalement, on oublie souvent que l'homme fait partie d'un tout et on a besoin de tout le reste aussi, même pour nous, pour vivre, non ? Moi, ce qui me frappe aussi dans ce que vous avez dit, Laetitia, c'est le rapport entre le minuscule, la nervure, et les toiles, enfin les œuvres de Pennon sont spectaculaires en général, sont des grands formats, et ça me fait penser à la barrière de corail. Je trouve que le corail, c'est à la fois quelque chose de minuscule et qui crée un monde sous-marin gigantesque. Donc il y a ce rapport d'échelle aussi, je trouve, qui est tout à fait intéressant. Oui, exactement, oui, c'est exactement ça. Il a fait ça avec d'autres œuvres aussi, avec des empreintes de peau notamment. Donc oui, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que j'allais tout à fait dire ça aussi. Pennon, il est un peu aussi dans cette idée qu'il est égal aux éléments de la nature. Et donc ça aussi, c'est ce qui est rappelé un petit peu dans Je suis au monde, que l'homme n'est pas supérieur, hein, que le monde n'appartient pas à l'homme finalement, mais que nous appartenons au monde. Voilà, d'où le titre Je suis au monde. Exactement. Donc il y a vraiment cette idée-là chez Pennon aussi, que je trouve vraiment en lien voilà, avec Je suis au monde, avec les idées qui sont évoquées en tout cas. Tout à l'heure, vous disiez qu'il a produit plusieurs œuvres qui s'intitulent Folies, en tout cas inspirées du même travail. Peut-être en parler un petit peu, c'est cette idée de la série chez lui ou... Oui, c'est vrai qu'il a fait des empreintes aussi voilà, de cerveau, pas que. C'est aussi l'idée de montrer l'invisible, hein, ce qu'on ne voit pas toujours. Mais voilà, il a fait des empreintes aussi, voilà, comme je disais, de troncs d'arbres, par exemple, avec cette idée, la notion du temps aussi qui passe. Voilà, comme je disais, empreintes de peau, etc. Donc oui, il y a un petit peu, voilà, il y a un petit peu cette idée de série aussi qu'on peut retrouver chez Pennon. Voilà, ce travail qui se... C'est quand on entendait votre lecture de la forêt amazonienne, il y a un grand tronc à un moment donné. Donc vraiment, j'ai absolument visualisé les troncs aussi que Pennon a créés, voilà, qui sont tout à fait extraordinaires. D'ailleurs, qui sont pas en bois, enfin, il y a d'autres matériaux. Comment travaille-t-il aussi ces grands troncs? Alors j'ai... Il me semble me souvenir que ce sont des matériaux métallique, enfin du bronze, je crois. Oui, il y a aussi, voilà, ouais. il travaille aussi pas mal à partir de bronze ou d'autres de matériaux, justement, où il reporte ses empreintes de tronc, notamment, voilà, exactement. Et oui, j'ai pensé aussi à cette idée du tronc que nous a lu Roulietta juste avant. Je crois qu'il fait aussi ça, mais aussi il travaille avec de vrais arbres. Et donc aussi, ouais. il mélange un peu la Voilà. matière, ce qui fait partie de ce qu'on appelle la nature, mais aussi et applique son travail à des sculptures. Non? Il y a aussi je voudrais revenir sur le terme d'empreinte. Empreinte, imprégnée, c'est la même chose. Et il me semble que dans votre démarche, Roulietta avec Pierre, quand on plonge avec vous
Parce que moi, je me suis vraiment sentie plongée dans la mer, dans la barrière de corail. L'impression qu'on va chercher à sentir l'empreinte du monde sur nous. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Ce qu'on essaye de faire avec Pierre, c'est justement d'avoir tous nos sens en éveil. Ouais. Donc, vraiment, pour nous, être attentifs à tout ce qui se passe, parce que souvent, on oublie tout ça, mais aussi pour vraiment savoir, pour vraiment nous approcher à tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, ces écosystèmes, ces êtres vivants, tout ça qu'on oublie. Et vraiment pour essayer de se rendre compte petit à petit comment tout ça fait partie de la même chose. Il y a aussi, enfin moi quand je regarde l'œuvre de Pennon, c'est une série d'empreintes, mais ça finit par tracer des réseaux. Et je trouve aussi que le terme de réseau est important à la fois chez lui, me semble-t-il, il dessine des cartographies d'une certaine façon. Oui, Voilà. c'est vrai, oui, effectivement, oui. Et puis cette idée d'empreinte, justement, l'empreinte de l'homme, alors là, c'est un parallèle un petit peu métaphorique, hein, mais les empreintes de Pennon et l'empreinte que l'homme laisse aussi finalement sur Terre et qui, si on ne fait pas attention, justement, peut avoir aussi des conséquences. Et c'est ce qui est souligné aussi dans Je suis au monde. Voilà. Et justement, par rapport à ça, quelque chose qu'on aimerait, nous, qu'on fait à travers ce livre, mais qu'avec Pierre, on essaie aussi quand on voyage, quand on est sur cette terre, c'est vraiment d'essayer de trouver la manière de ne pas laisser d'empreintes, de vraiment trouver une nouvelle manière de marcher, de voyager, d'habiter cette planète, d'inventer ou de réinventer ce nouveau rapport avec la Terre, en ne pas laissant de s'emprunter, justement. Moi, je voudrais peut-être revenir sur aussi l'arte povera, l'art pauvre. Je ne veux pas dire que votre documentaire est pauvre, mais moi, il me semble que dans la narration qu'on entend, cette volonté d'aller à l'essentiel et d'être clair pour le lecteur, qui est plutôt un lecteur adolescent, on va dire, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'épure aussi dans votre texte. Comment vous êtes arrivé à simplifier cette histoire de l'humanité que vous résumez de façon incroyable. Voilà, il y a aussi ce travail d'épure, je trouve, dans votre texte. Vraiment, ça se trouve un peu au centre de notre travail, car avec Pierre, on essaye toujours de parler des choses complexes, mais vraiment en faisant beaucoup d'attention pour pouvoir arriver d'une manière claire à notre lecteur, sans nous perdre dans des questions des formes compliquées, des gestes compliqués, d'une esthétique compliquée, même si vraiment on est aussi dans la recherche esthétique d'une manière, donc on essaie de faire de la littérature aussi quand on fait ça, mais d'une manière très simple, donc c'est pas évident. Donc dans ces livres aussi, pour l'autre livre qui est un format complètement différent et on part dans la forme journalistique, mais on parle des choses vraiment complexes, donc il y a beaucoup de recherches et on essaie. Après, à la fin, petit à petit, on travaille beaucoup et on retravaille beaucoup les textes pour vraiment arriver à l'essentiel. Donc, c'est un peu ça le geste qu'on essaye de trouver, l'essence. Peut-être moi j'avais des questions un peu plus précises maintenant sur la construction du texte. Et je parle de construction un peu comme la manière aussi dont Pennon construit, compose son œuvre avec ces séries d'empreintes. Il y a 5 écosystèmes dans cet album, ce document. Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Qu'est-ce que vous avez écarté qui était trop Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les écosystèmes que vous nous présentez, il y a à la fois la barrière de corail, la ville de Barcelone, un petit coin de campagne française, l'Arctique, etc. Il y a une belle diversité, et en même temps, c'est très peu par rapport aux écosystèmes. Voilà. Comment vous avez fait ce choix? Donc, qui est un choix épuré, déjà. Oui, donc le choix, en fait, des fois, on fait, nous, des choix, des fois, ce sont les choses qui nous choisissent à nous. Donc, on a commencé par la barrière des corails, car, en fait, c'est le premier écosystème qu'on a connu vraiment avec Pierre. C'était pas exactement la grande barrière des corails, mais c'était le même écosystème qui se trouve à Raja Ampat, en Indonésie. Donc c'est un récif de corail où on peut trouver le plus grand nombre d'êtres vivants dans un mètre carré. Donc tout ça qu'on décrit dans cet écosystème, on l'a vu vraiment pour des vrais. On a nagé avec des requins, avec des poissons, avec des tortues, avec des poissons Napoléon. Et donc pour nous, c'est ce qu'on essaie de transmettre dans ce texte. C'est le sentiment qu'on a eu quand on était là, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette merveille dans le monde et des fois on ne le laissait pas. Donc
Et on a choisi ça pour commencer parce que c'était pour nous notre commencement, notre début dans cette réflexion. La jungle aussi, c'est un écosystème qu'on connaît très bien car on a marché beaucoup de fois dans la jungle. Et c'est un écosystème qui nous fait vraiment, quand on marche dans la jungle, c'est impossible, la tête va très très vite. Donc c'est impossible de ne pas te rendre compte qu'on est entouré d'animaux et des choses merveilleuses comme tout ça. Non, la ville de Barcelone, on voulait parler un peu de l'écosystème artificiel et faire un peu un hommage à la ville où on habite, à notre chez nous. Ouais. Mais aussi la campagne française, car c'est là où les parents de Pierre habitent. Donc on voulait faire aussi notre tour un peu aussi familier. On voulait partir loin, mais aussi parler de ce qui est très proche. Et l'Arctique, en fait, il fallait parler de l'Arctique, mais ça, vraiment, on l'a fait à partir de l'imagination. Ouais. On n'est jamais parti marcher dans l'Arctique, mais on aimerait bien le faire. Même si, effectivement, ils sont peu nombreux, c'est quand même des écosystèmes qui sont essentiels. Dans notre réflexion aujourd'hui sur le devenir de la planète, il est évident que la question de la forêt, de l'Arctique et des villes forment entre eux un triangle tout à fait capital, me semble-t-il. La forêt et la mer aussi, on oublie aussi souvent les océans. La forêt, au début, je vous raconte, on voulait vraiment faire un livre autour de la forêt, car il y a tellement de choses à parler à partir de ce qui se passe là-bas et de ce qu'on trouve, mais aussi de notre empreinte justement dans ces écosystèmes. Donc finalement, on s'est dit, on va ouvrir un peu le débat au-delà de ça, mais qu'avec la jungle, on pourrait vraiment parler de tout. Les questions écologiques et nos rapports avec la nature. Je reviens sur la question du regard, peut-être, d'aller voir, puisque c'est tout à fait un thème qui revient dans le discours de Rulieta, d'aller voir de très près, de plonger dedans. Il me semble que dans l'œuvre de Pennon, la question du regard du spectateur est capitale, puisque si on la regarde de loin, on voit quelque chose. Si on regarde de près, ce rapport au spectateur, peut-être en parler 2 minutes, quand même, ça me paraît important. Oui, c'est vrai que c'est intéressant justement parce qu'on est, si on s'attarde pas plus que ça, finalement on ne voit pas, on passe à côté de l'œuvre, de ce qu'elle est vraiment. Donc oui, il y a cette notion du regard qui est importante effectivement, oui. Et c'est peut-être d'aller se rapprocher, comme on pourrait se rapprocher de la nature, d'aller se rapprocher aussi, de l'œuvre finalement. Ça rejoint une phrase qu'on a entendue dans la lecture tout à l'heure. On finit par ne plus voir les choses. On est des spectateurs distraits dans notre vie quotidienne. Est-ce que Pennon voudrait, est-ce que vous voudriez, il me semble, et là ça se rejoint, c'est qu'on soit un peu moins distrait. C'est vrai, oui. Et c'est vrai qu'il y a un passage aussi qui m'a marqué, qui m'a fait penser un petit peu à l'œuvre de Pennon dans Je suis au monde. C'est aussi quand on est à Barcelone et que finalement on voit que l'homme est finalement très loin de la nature. Et justement, l'Arte Povera, notamment Pennon, c'est aussi l'idée de s'en rapprocher justement, de retourner à nos racines un petit peu. Voilà. Et je trouve qu'il y avait ce rapport-là aussi qui était intéressant à faire, le parallèle entre les deux en tout cas. Justement, en parlant de ces passages, quand on dit qu'on habite en ville, et quand on habite en ville, on a le sentiment d'être loin de la nature. Et c'est ça exactement ce qu'on a voulu faire en parcourant, en allant à la recherche de cet écosystème et vraiment de faire ces immersions dans la nature. Car c'est ça, vraiment, on est distrait, on est des spectateurs distraits. C'est justement ça qu'on essaye de faire avec Pierre, vraiment d'essayer d'éveiller tous nos sens et être attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Éveiller tous nos sens, moi, j'ai le souvenir dans l'exposition de Pennon, c'est qu'on a envie de toucher en fait. Oui, c'est vrai. Droit, mais il fait appel à nos sens beaucoup, Pennon. Le toucher, justement avec les empreintes, on a cette notion-là, le regard bien sûr. Donc oui, ça fait vraiment appel à nos sens, effectivement. Et puis quand on a compris que cet artiste, il travaille sur notre regard et notre proximité au long, du coup, il y a un jeu qui s'installe, moi je trouve. On a envie de s'approcher. C'est très frustrant d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. On a envie d'en savoir plus, oui. Il y a des œuvres de Pennon, je vous le disais tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, à Turin, dans la Venaria Real, qui est un très beau pavillon de chasse. Et ces œuvres sont dans l'espace public, en fait. Et en fait, on peut les voir depuis la terrasse, donc de très très loin. Et on a plusieurs approches. Et je trouve que ça traduit bien notre rapport à la nature. La nature, on peut la voir de loin, mais on peut aussi s'inviter à la voir de près, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu l'idée aussi de l'Arte Povera, c'est de ramener un petit peu la nature au plus proche de nous et de son... Voilà.
Alors peut-être de s'en rapprocher. pour s'acheminer vers la suite de cet entretien, je voudrais faire le lien, si vous me permettez, d'abord parler des illustrations peut-être de Bien sûr. l'ouvrage de Stéphane Kiel, peut-être en dire deux mots, comment vous avez travaillé, qui donne à ce livre son côté tout à fait merveilleux, moi je trouve. Donc Stéphane, vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on s'est très vite compris. Et on a essayé de faire, sans le vouloir, mais finalement, ça a très bien marché. Les illustrations et les textes sont en train de dire un peu la même chose. Ce n'est pas que les illustrations sont vraiment au service du texte. Il y a les illustrations et le texte qui, donc, chacun dans son langage, raconte un peu la même histoire. Et si je peux me permettre, il y a une chose que Stéphane a fait, une particularité dans ses livres. Donc, il a fait que 5 illustrations. Et à partir de ces 5 illustrations, il a construit les autres illustrations qui sont comme des collages digitales à partir d'éléments qu'on trouvait dans ces 5 illustrations, dans ces 5 planches, on va dire. Donc ça aussi, c'est très conceptuel. Donc ça ouvre aussi à interpréter en fait, ce qu'on est en train de dire. Donc on fait tous partie de la même chose. Justement, les illustrations, ils font ça. Donc, on a ces immersions dans la jungle, dans la grande barrière du corail, dans la ville. Mais après, il y a ces autres illustrations qui vraiment sont en train de dire, finalement, on est tous reliés, on est tous connectés. Et le texte et les illustrations racontent tous la même chose. Oui, il y a aussi, peut-être revenir sur le titre de l'ouvrage, Je suis au monde. Moi, il m'a beaucoup interpellée parce que je sais que c'est important, les titres des livres. Des fois, on les trouve à la fin. Ou des fois ils s'imposent tout de suite. Et quel sens profond vous donnez à ce je suis au monde, ce haut au monde? Voilà, peut-être deux mots sur le titre. Justement, le titre, c'est la première chose qu'on a écrit de ce livre. Et le livre entier s'est construit à partir de ça. Et donc, c'était cette manière de dire d'une manière un peu poétique. On se trouve dans ce monde, mais d'une manière un peu poétique. C'est qu'en espagnol, on ne pourrait pas le faire. Donc, en français, oui. Et c'est drôle car le titre, c'est la première chose qu'on a écrite. Le sous-titre, c'est la dernière. Mais en fait, c'est la question, le sous-titre pose la question en fait, qu'on a essayé de développer aussi pendant tout le livre, en langue du livre. Et ce je suis au monde, moi, on dit naître, venir au monde, c'est naître, d'accord. Et je suis au monde, c'est à la fois lui appartenir et être près de lui. Enfin, ce petit mot, il articule des sens tout à fait intéressants. Alors, peut-être, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que vous avez écrit d'autres ouvrages avec Pierre Ducrozet. J'aimerais, par rapport à ce qui est quand même au cœur de ce livre aussi, c'est une forme d'inquiétude par rapport à justement l'empreinte de l'homme sur son environnement, sur la nature, comment, loin de faire partie humblement d'un tout, l'homme a plutôt tendance à se penser à l'extérieur de ce tout. Et en roi, surtout. Tout à fait. Et donc, vous avez écrit un livre plus journalistique, vous le disiez tout à l'heure, qui s'appelle « Ces jeunes qui changent le monde ». Je signale que tout à l'heure, on entendait les échos de la marche pour le climat qui se déroule en ce moment à Grenoble et ailleurs. Et donc, une question tout à fait... Donc, quel est le lien entre ce documentaire « Je suis au monde » qui est d'un côté plus, certes documentaire, mais en même temps poétique et plein d'imaginaire et de sensations. Comment vous faites le lien avec ce livre plus journalistique? Ce qu'on essaye de faire à travers nos ouvrages avec Pierre, c'est vraiment d'aller à la recherche de ce qui est de l'enthousiasme, en fait, de tout ce qu'il y a de beau et d'extraordinaire dans ce monde. Et aussi tout ce où on peut trouver de la force. Et quand on a écrit Ces gens qui changent le monde, en fait, c'était un moment un peu de désespoir pour nous, car quand on travaille sur des questions écologiques, on est confronté souvent, tout le temps, à des informations terribles. Et donc on a trouvé, vraiment en faisant ce livre, quelque chose qui nous manquait à nous, qui était l'élan, en fait, qui avait ces jeunes, et qui pour nous c'était hyper important. On s'est dit pour la première fois, tiens, vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre avec cette génération climat. On a eu l'espoir pour la première fois depuis longtemps.
Voilà, donc c'est toujours ça, on va à la recherche de cet enthousiasme, de cette force, de cet élan, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici, c'est de ne pas nous concentrer sur des choses, sur cette mauvaise nouvelle, sur ces choses terribles qu'on entend tout le temps, sinon vraiment essayer d'aller voir et trouver ce qu'il y a de vraiment extraordinaire dans le monde, et vraiment trouver dans ça un peu la matière du combat, un peu d'une manière ou d'autre. Peut-être un petit lien avec Pennon. Je me suis demandé, en entendant Julieta parler d'élan et d'enthousiasme, pourquoi c'est un artiste qui a un grand succès, moi je trouve, en France notamment. Et à votre avis, est-ce qu'il suscite quelque chose de l'ordre de l'élan et de la force? Ah ben, je pense, oui. Ouais. C'est vrai que, surtout avec les empreintes en plus, Ouais. hein, les empreintes de troncs d'arbres notamment, hein, on voit la force aussi, la force même du temps, comme je disais un peu tout à l'heure aussi. Donc, oui, la force de la nature, Ouais. tout simplement, hein, parce qu'on est souvent impressionné en plus devant les œuvres de Pennon, des fois ou par la taille aussi. Donc, oui, je pense qu'il y a un peu on peut le retrouver aussi chez Pennon, Moi, la cette force. première fois où j'ai rencontré son œuvre, c'était au château de Rivoli, en Italie, donc c'est entre ici et Turin, voilà, et qui est un centre d'art contemporain. C'est vrai que moi, j'étais saisie, en fait, saisie par la force qui émanait de... Donc c'était un assemblage de feuilles aussi, c'était une œuvre proche de celle-là, mais des feuilles, voilà, qui étaient derrière une espèce de tressage, de fil, etc. Et comme si brusquement, un peu comme dans l'immersion qu'évoque Rulieta, brusquement, il nous plongeait en fait dans quelque chose. Et c'est stupéfiant, je trouve, de cette rencontre-là. Et l'exposition de Grenoble, ce dont je me souviens, c'est la même sensation en fait d'être brusquement mise en relation, encore une fois, avec l'essentiel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ce retour à l'essentiel dont on parlait, oui, c'est exactement ça. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des sensations assez fortes quand on se retrouve devant les œuvres de Pennon. Effectivement, on a un peu on est immergé aussi au cœur de la nature, au cœur de choses qu'on ne voit peut-être plus, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi, et il nous donne à voir ces choses-là aussi, qu'on oublie peut-être. Justement, en parlant de ça aussi, il y a cette œuvre de Pennon, de Pennon, bon, italien, ce sont des feuilles d'arbres, mais on sent vraiment le parfum de ces feuilles. Et il essaie d'une manière ou d'autre de faire, je fais un petit rappeur comme ça, humblement. Donc il essaie vraiment à travers, il dit, au moment qu'on sent le parfum de ces feuilles, on se rend compte qu'on est en train de respirer et que l'air rentre dans notre corps. Finalement, c'est à travers les sens qu'on se rend compte qu'on est là et qu'on fait partie de quelque chose finalement. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il éveille nos sens finalement. Voilà, on a parlé du toucher, de la vue, mais aussi de l'odorat, effectivement. Oui. Donc, oui, on a l'impression d'y appartenir. Effectivement, c'est tout à fait ça. Il éveille nos sens avec une démarche qui est très conceptuelle en même temps, vous l'avez dit, Oui, puisque c'est vrai. il y a, comment dire, oui, il y a une manipulation quelque part, les empreintes de cerveau qui deviennent des feuilles. Enfin, c'est vraiment la richesse, je trouve, de cet arte povera, c'est avec des moyens qui ont l'air minuscules en fait. C'est comment est-ce qu'on produit une œuvre majuscule, justement. Voilà, ouais, Ouais. exactement. C'est ça, c'est un peu l'échelle dont on parlait Ouais. tout à l'heure aussi. Alors pour revenir à votre ouvrage, Rolietta, sur ces jeunes qui changent le monde, il y a effectivement plusieurs de ces... moi, je voudrais insister sur la qualité de ce livre parce qu'il est à la fois extrêmement clair, composé de plusieurs... à chaque chapitre, donc ils sont une quinzaine, je crois, ces jeunes. C'est ça. À chaque chapitre, il y a comment ça a commencé, qu'est-ce qui a déclenché l'engagement de ce jeune fille ou jeune homme, les raisons objectives de cet engagement et comment ça continue, c'est-à-dire comment de l'individuel on passe au collectif et comment ça prend de l'ampleur. Et puis il y a un résumé avec une très belle typographie, des photographies. Donc peut-être dire que ces changements dans le monde ne sont pas seulement liés à la nature, il y a d'autres sujets qui vous ont intéressé. Justement, on a voulu faire un peu
une peinture, une grande peinture du monde, pour parler déjà du sujet, en cherchant un peu toutes les luttes, parce qu'il y a plusieurs et elles sont nombreuses. Et ce qui nous a frappé beaucoup, c'est vraiment quand on a commencé à faire la recherche pour cet album, pour ce livre, pardon. On se rencontrait avec des jeunes qui étaient vraiment jeunes, comme il y avait même des enfants. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a essayé de voir un peu quel était le moment de bascule un peu pour eux, comment tout a commencé, parce que finalement il s'agissait des personnes, comme on peut dire, je ne parle pas trop long, mais ordinaires, donc c'était vraiment des jeunes encore, ils ne savaient pas choisi quoi faire de leur vie. Donc finalement il y a un moment, l'histoire commence avec une petite, c'est un geste simple, des fois c'est des choses plus lourdes et tout ça, mais aussi il y avait des petites histoires comme ça qui commençaient avec... je ne sais pas, une plongée dans l'océan, et il y avait ce Voyan Slat par exemple qui se retrouve avec plus de plastique que de poissons quand il va nager pendant ses vacances. Et donc il commence avec il ou elle avec une histoire, et donc c'est ça qu'on a voulu faire, car finalement ça réfléchit que tous et toutes on peut faire. On peut se lancer dans des recherches, dans des batailles, dans des luttes, car finalement, il faut seulement avoir envie de changer les choses. Oui, je pense à cette jeune fille, par exemple, aux États-Unis, qui est engagée contre la prolifération des armes, parce que tout simplement, elle se retrouve mêlée à une fusillade dans son lycée, qui fait plusieurs morts. Voilà, donc c'est souvent ça peut être des événements tragiques. Oui, exactement. Des fois, ce sont des choix, des fois, ce sont des situations qui se sont imposées un peu à eux, un peu traumatiques, on peut dire. Donc ça bascule et ça change, et donc là, ils commencent à faire quelque chose, et dans ces cas-là. Je me posais la question à l'instant, je reviens à Pennon, si vous voulez bien, Laetitia, par rapport à l'engagement. Enfin, on comprend bien de Rulieta cet intérêt pour les mouvements de défense de l'environnement, des droits LGBT. Enfin, il y a tous ces exemples qui sont dans le livre, le droit à l'éducation des filles, et tous ces sujets. Je me demandais si l'Arte Povera, à la fois, nous rapproche du monde sensible, et peut-être aussi quelque part un retrait du monde. Je me suis posé cette question à l'instant. Est-ce que les artistes d'Arte Povera font sécession quelque part du monde? Oui, c'est ça. Oui, je pense justement, ils se détachent un petit peu de leur société, peut-être du monde dans lequel ils sont plongés, pour justement se rapprocher davantage peut-être de la nature. Donc oui, il y a certainement un peu ce détachement, ce dépouillement aussi, on en a un peu parlé. Voilà, justement en revenant à ces matériaux pauvres aussi, enfin on me dit pauvres en tout cas, voilà, qui sont beaucoup plus naturels. Et c'est vrai que oui, effectivement, on peut voir ça. Et ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, Rulieta, votre façon de voyager léger, de voyager dépouillé, n'empêche pas d'aller justement dans la richesse du monde. Il y a cette espèce d'équilibre chez vous, je trouve, dans... Justement, et autour de la question du voyage, en fait, c'est une réflexion qui nous travaille beaucoup avec Pierre, car en fait, pour nous, on comprend le monde en voyageant. Le mouvement, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, on s'est dit, en ces moments où voyager, on peut dire, c'est pas très écolo, ça dépend comment. Donc, on essaye vraiment d'aller à la recherche de cette nouvelle manière de marcher, de vraiment être au monde. Mais c'est pas que dans les voyages, non, finalement, il faut faire ça dans tous les restes. Il faut réinventer la manière dont on vit dans des villes, dont on produit l'énergie, la nourriture. Donc finalement aussi, le voyage, il va falloir le réinventer aussi. Tout à l'heure, ou grâce à la manifestation pour le climat, vous serez obligé de marcher de votre hôtel à la gare. Vous allez réinventer votre voyage à Grenoble. Plus sérieusement, peut-être, j'ai envie de vous demander quels sont vos projets actuels d'écriture. Est-ce que vous êtes à nouveau engagé dans un voyage, une immersion, et quelle est-elle? En fait, en ce moment, justement, avec Pierre, on vient de finir 2 autres livres qui sortent à la rentrée. Donc, il y a un autre livre qui est un peu dans le même modèle de ces jeunes qui changent le monde. On parle des nouvelles manières de faire de la démocratie. Comment renouveler un peu cette démocratie un peu endormie. On croit bien sûr à la démocratie, mais il faut trouver de nouvelles choses pour des desserts frais un peu. Donc on parle de ça.
Et aussi, on a fait notre premier livre, une histoire. C'est la première histoire qu'on a écrite ensemble aussi. Mais toujours dans les questions et les réflexions autour de l'écologie. Et c'est un peu le sujet, en tout cas pour moi, c'est le sujet qui est au corps de mon travail. Et une dernière question pour revenir à Pennon aussi. Vous travaillez avec Pierre Ducrozet, vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes toujours engagé en écriture avec lui, votre compagnon. Pennon, moi je l'imagine comme un artiste plutôt solitaire, est-ce que je me trompe? Qui travaille seul. Oui, moi aussi c'est comme ça que je le vois. En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui, je pense, qui travaille plutôt seul dans sa. Je le représente comme un ermite quelque part, qui serait détaché, puis qui créerait ses compositions avec ce soin méticuleux. Oui, c'est vrai qu'on ouais. on peut le voir comme ça, oui, certainement. Je ne le vois pas engagé dans un collectif. Non, c'est vrai que, oui, je le vois un peu comme ça aussi, effectivement. Très bien. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci Laetitia pour ces éclairages sur Pennon. Et puis merci à vous, Rolietta, pour votre engagement et vos immersions dans notre belle planète. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.